Ce soir à l'émission, Buvons les Laurentides fait connaître les producteurs d'ici. Trop souvent, on a tendance à aller à SAQ puis acheter des produits de multinationales. Et à Saint-Jérôme, le parc Melançon dévoile son prénom, Honorine. Une influence positive sur la vie de 18 000 jeunes des environs. En entrevue, je reçois Cécile Abel qui vient nous parler du Salon des personnes proches aidantes. Souvent, on s'aperçoit que le proche aidant ou la proche aidante va s'oublier au profit de son proche. Je m'entretiens également avec Guy Chevrier à propos du Front commun pour les arts. C'est très, très difficile de survivre pour un artiste de la relève. Enfin, Maude Pilon-Bernier nous fait part d'une collecte de fonds au profit de 15 athlètes du club de gymnastique Gym+. Nous faisons aussi des Super C. Dans le fond, on emballe l'épicerie des gens quand ils veulent. Bienvenue à Accès local. Mercredi 30 octobre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Il y a l'organisme Buvons Laurentides qui a reçu du financement pour mettre en valeur les producteurs de la région. Présentez-nous d'abord l'organisme lui-même. Oui, Buvons Laurentides est une toute jeune association qui a été fondée au début de cette année. Son objectif, c'est de rassembler les producteurs de la région, donc que ce soit des brasseurs, des vignerons ou des cidriers, pour mettre de l'avant leur travail. L'association compte notamment parmi ses membres la brasserie Wilsey, la distillerie Côte-des-Saints et le vignoble Rivière-du-Chêne. L'association a rapidement fait parler d'elle avec le festival qu'elle a lancé en mars dernier, le festival Bière des Bois qui se tenait à Mirabel et qui visait à élire la meilleure bière à l'érable. Buvons les Laurentides offre aussi un service corporatif de kiosque proposant de l'alcool et des produits sans alcool de la région. On peut écouter à ce sujet Marc Brunel, qui est directeur général de l'association. Trop souvent, on a tendance à aller à SAQ puis acheter des produits de multinationales. Mais pour nous autres, on veut vraiment sensibiliser tous les intervenants des milieux économiques, des milieux, que ce soit les MRC, les municipalités, les organismes, le corporatif, que lorsqu'ils font un événement, pour souligner un truc, de mettre les alcools d'ici. Donc, on propose ce service-là. Et quel est le financement qui a été accordé à l'organisme? C'est une somme de 93 100 $ qui a été octroyée à Buvons les Laurentides, une somme remise par le ministère des Affaires municipales dans le cadre du volet soutien au rayonnement des régions du Fonds Région et Ruralité. Alors, à quoi servira cet argent? Déjà, l'association a procédé à une refonte de son image de marque qui a été dévoilée mercredi dernier lors d'une conférence de presse. Le développement d'outils numériques et d'une planification stratégique vont suivre. Les producteurs souhaitent aussi mettre en place un circuit de producteurs membres de la région ainsi qu'un passeport Buvons et Laurentides. Marc Brunel donne un peu plus de détails à ce sujet. Ce qu'on veut travailler, c'est un livret de coupons, vraiment papier. Là, on revient à la méthode papier où ce qu'on veut que les gens puissent avoir dans un livret, un beau livret, présenter nos producteurs. Et chaque producteur aura une liste de coupons pour aller directement chez le producteur. Donc, ce sera un passeport qui permettrait aux gens d'aller visiter les gens directement à leur lieu de production, là. Clara, est-ce qu'on retrouve d'autres associations du même genre ailleurs au Québec? Alors, dans d'autres régions, on retrouve surtout des associations brassicoles, comme dans la Naudière, en Mauricie, au Lac-Saint-Jean, par exemple, un organisme qui regroupe tous les types de producteurs de produits alcoolisés d'une région. C'est plus rare à trouver. M. Brunel et son équipe se sont tout de même inspirés de ce qui se faisait ailleurs pour monter leur propre regroupement. L'ambition à long terme, c'est que les Laurentides deviennent une destination touristique pour ces produits du terroir, au même titre que l'est devenue la Gaspésie ou Charlevoix, par exemple. Selon M. Brunel, il faut miser sur la particularité des Laurentides pour arriver à ça. On peut l'écouter à ce sujet. On connaît beaucoup Laurentides pour ses paysages, pour sa villégiature, pour toutes les activités de plein air qu'on peut y faire, mais il y a aussi d'autres industries à mettre en valeur au niveau touristique. Puis bien, pour nous autres, c'est important de collaborer, de se mettre en avant, là. Et à quoi on peut s'attendre pour la suite? Alors, bien sûr, l'organisation souhaite prendre de l'ampleur. Elle continue à offrir ses services et aussi le festival de Bière des Bois a été reconduit pour mars 2025. On écoute M. Brunel une dernière fois à propos des prochaines étapes pour Buvons et Laurentides. Vraiment, le projet, c'est de propulser l'association, puis c'est ce qui va nous permettre d'être directement sur la map, comme on dit, sur la carte de l'année prochaine.
L'image de marque était la première étape marketing, du plan marketing. Après ça, on va établir des stratégies plus fortes avec le comité marketing, avec les membres producteurs qu'on a sur le CA, pour identifier des bonnes stratégies de marketing. On a plein d'idées, on a peu de ressources. Donc, il va falloir choisir ce qu'on fait, prioriser ce qu'on fait. Puis, vous allez voir, on va être quand même assez présent là, dans les différentes sphères culturelles, économiques, touristiques de Laurentides. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du parc Honorine-Melançon. À plus tard, Claude. Le bureau de circonscription de la députée caquiste Sylvie Damour sera fermé pour une durée indéterminée à la suite d'un acte de vandalisme impliquant des tirs de projectiles. Madame Damour, qui en a fait l'annonce dans une vidéo diffusée hier sur sa page Facebook, a exprimé des préoccupations de sécurité accrues pour son équipe après plusieurs incidents similaires et menaçants au fil des années. Elle attribue partiellement cet événement aux tensions entourant la consultation publique sur les zones inondables, appelant au calme et au respect envers son personnel. La police de Deux-Montagnes mène actuellement une enquête. Les employés de l'entreprise américaine Stablex à Blainville sont en grève illimitée depuis le 22 septembre dernier afin de revendiquer de meilleures conditions salariales. L'entreprise traite et enfouit des déchets toxiques et dangereux en provenance notamment des États-Unis, du Québec et de l'Ontario. Dans ce contexte, la Coalition des citoyens de Blainville contre la cellule numéro 6 de Stablex, qui milite pour l'augmentation de la sécurisation et contre l'expansion du site d'enfouissement, exprime à nouveau son inquiétude à propos des déversements de produits toxiques et dangereux sur le site, alors que l'eau sortant des cellules est supposée être pompée continuellement. Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, la Maison des citoyens de Saint-Eustache accueillera un salon entièrement dédié à cette réalité ce dimanche 3 novembre en après-midi. J'en discute avec Cécile Abel, intervenante sociale au Centre d'action bénévole Les Artisans de l'Entraide. Madame Abel, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci de votre invitation. Ça nous fait plaisir. Alors, cet événement-là, à qui s'adresse-t-il? Quel est votre public cible? C'est de rejoindre le plus de proches aidants possible qui sont identifiés présentement et ceux qui sont en voie d'être identifiés parce que la difficulté d'un proche aidant est souvent de s'identifier comme proche aidant. Oui, oui. Parce que nous, c'est un rôle qu'on rentre facilement parce qu'on est l'aidante de notre proche, parce qu'on les aime, parce que tout simplement, ils ont un besoin. Ce salon-là a un thème, c'est « Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres ». On ne s'en sort pas, c'est l'un des plus grands défis de la proche aidance. Tout à fait. Souvent, on s'aperçoit que le proche aidant ou la proche aidante va s'oublier au profit de son proche et que si c'est dans un court terme, c'est plus ou moins grave, mais quand c'est sur du long terme, ça mène à l'épuisement. Oui, voilà. Et bon, on parle beaucoup donc de ça, de l'épuisement qui guette les proches aidants. Quels sont les drapeaux rouges, les signes auxquels il faut être attentif avant là, de frapper un mur? Bien, disons que la fatigue est un premier signe. Aussi, bien, des fois, ça va être le découragement, ça va jusqu'aux pleurs. Et souvent, c'est par le médecin que là, ils vont leur dire de demander de l'aide. La première aide quand quelqu'un a un diagnostic, c'est de s'adresser à un organisme. Ouais. Parce que les services, par exemple, du CLSC, vont rentrer quand la période des soins est essentielle. Ah. Tandis que l'organisme va vous amener un support. Oui. Et vous donner des informations surtout et des ressources. Sur la fiche du salon, Mme Abel, il y a 3 propositions distinctes. Il y en a une, c'est une conférence intitulée « Les défis de la proche aidance, comment assurer son bien-être ». Hein? On ne sort pas du thème. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Disons que nous, cette année, on voulait que prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres serait notre thème dans lequel on a orienté nos choix. Et on a choisi de prendre une conférencière, Mme Guylaine Parent, qui est psychologue retraitée, qui, elle, a fait beaucoup d'ateliers sur le mieux-être et la pensée positive. Oui. Donc, elle a accepté de venir dans un premier temps de notre après-midi, venir faire une conférence suivie d'un échange avec l'auditoire. Oui, c'est toujours intéressant ça. L'autre proposition, c'était, on note l'imparfait, c'était un atelier humoristique avec un duo qui s'appelle Les Louises. Ça n'aura pas lieu, mais vous avez une solution de remplacement. Bien, c'est ça, on a choisi. Bien, c'est sûr que pour des raisons de santé, ils ont dû annuler. Ils sont très désolés d'ailleurs, mais c'est partie remise. Alors, on s'est tourné vers le réseau
réseau d'éclaireurs. C'est un documentaire qui va nous être présenté par 2 animateurs du CI3S, qui s'est diffusé avec des témoignages et qui aura une deuxième partie de discussion avec l'auditoire. D'accord. Il y aura aussi des kiosques qui vont être tenus par les représentants d'organismes du territoire, dont le vôtre. Alors, qu'est-ce que vous avez à offrir chez les artisans de l'aide? Les artisans de l'aide, dans un premier temps, nous, on va offrir le support et de donner les ressources dépendamment de la maladie que la personne est affectée, surtout les pertes de capacité. Alors, on a, autant dans notre organisme, on a la popote, le transport médical accompagné. On a les groupes d'entraide dans lesquels j'anime. Maintenant, on a 10 groupes, donc ce qui dit que c'est assez populaire, que ça amène énormément de soutien et de support, de pouvoir échanger avec d'autres gens qui vivent la même problématique, la même inquiétude et le même épuisement, bien sûr. D'accord. Écoutez, en terminant, je signale qu'il faut s'inscrire pour participer à ces ateliers-là. Oui. Je vous laisse nous expliquer la procédure. Oui. Alors, si vous êtes partie d'un organisme, que ce soit le Centre d'action bénévole, la Société d'Alzheimer, la coop Aide chez soi, ils peuvent vous inscrire, eux, par leur infolette qu'ils ont, ou vous pouvez appeler au Centre d'action bénévole, mais vous pouvez aussi vous présenter. On sait que les proches aidants, c'est des gens qu'il y a beaucoup de dernière minute, que leur programme change. Donc, si vous avez la chance d'avoir un répit de dernière minute pour demeurer avec votre proche, bien, présentez-vous tout simplement au 184 rue Saint-Eustache à Saint-Eustache, qui est la Maison des citoyens. Excellent. Cécile Labelle, je vous souhaite le plus grand succès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci bien. La Ville de Bois-des-Filions obtient une subvention de 25 000 $ pour lutter contre l'itinérance sur son territoire. En provenance du ministère de la Santé et des Services sociaux, ces fonds sont destinés à accroître les services offerts aux personnes en situation d'itinérance dans plusieurs régions du Québec. Une somme de près de 8 millions de dollars a été attribuée à travers la province. L'itinérance prend de l'ampleur à Bois-des-Filions comme au Québec en raison de la crise du logement, des opioïdes et de l'augmentation du coût de la vie. L'Halloween aura lieu demain soir et des milliers d'enfants parcourront les rues pour leur récolte annuelle de bonbons. La Sûreté du Québec et les différents corps policiers souhaitent rappeler l'importance pour tous d'être attentifs et de respecter le code de la sécurité routière et la signalisation en tout temps. Pour les enfants, cela veut également dire de circuler en groupe, d'être visible et de toujours traverser les routes aux endroits appropriés. Comme c'est le cas chaque année, les policiers seront présents afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Au mois de janvier 2025, il y a une délégation d'athlètes du club de gymnastique Gym Plus qui se rendra en Californie pour participer à une compétition importante. Et Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. J'ai commencé la gym en maternelle, donc vers 5-6 ans. J'ai commencé à 2 autres clubs. J'ai par la suite été à Gym Plus en 5e année pour justement, après ça, m'intégrer au sport-études à l'École Saint-Gabriel à Sainte-Thérèse. Comment ça se passe pour toi au Club Gym Plus? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Qui est ton entraîneur? Myriam Villeneuve. Et dans quelle catégorie tu es? M9. Quel est ton appareil préféré? Le sol. Le sol. On se prépare pour une compétition d'envergure qui va avoir lieu au mois de janvier en Californie. Peux-tu nous en dire davantage sur cet événement-là? Dans le fond, c'est une invitation. Puis, on choisit si on veut y aller ou pas. Il y a un certain niveau à avoir. Donc, c'est le niveau N7 qu'il faut avoir minimum. Puis, on est une quinzaine de filles à y aller. On fait entre 30 et 40 minutes chaque engin. Puis, pour commencer notre entraînement, on s'échauffe 30 minutes. Ensuite, on commence, ça dépend chaque jour à l'appareil. Ensuite, on a une pause de 15 minutes. On fait 2 autres appareils. Ensuite, 30 ou 1 heure de musculation par jour. Nous, personnellement, le Club Gym Plus, on fait 5 jours semaine, 4 heures. Bravo. Puis comment est-ce que ça se passe avec tes études? Ça va bien. C'est sûr qu'il y a des fois, le soir, quand on revient chez nous à 6 heures, c'est moins tentant de faire nos devoirs. Surtout qu'après ça fait qu'on se couche tard, mais il faut se coucher quand même tôt pour être en forme pour notre entraînement. Quelles ont été les actions qui ont été prises justement pour ramasser des fonds pour participer à des compétitions extérieures? On a fait plusieurs coins de rue à Mirabel, sûrement qu'il y en a qui nous ont vus. Puis nous faisons aussi des Super C, dans le fond on emballe l'épicerie des gens quand ils veulent. Et prochainement on a un souper spaghetti. J'ai fait de la gymnastique depuis que j'ai environ 3 ans.
Donc, je connais ça pas mal. Puis je suis entraîneur au compétitif cette année. C'est une nouvelle chose pour moi. Je suis quand même contente de suivre mes athlètes en compétition comme mes entraîneurs le font. Des fois, c'est cool de voir genre, la pression que toi, tu as en tant qu'entraîneur et non en tant qu'athlète. L'année passée, à Las Vegas, on est allé en compétition internationale et j'ai remporté 5 médailles. Donc j'étais très fière de moi, surtout avec mes 2 chevilles un petit peu foulées, là. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ta routine ordinaire, là, une journée dans la vie de Megan pour performer dans son sport? Ça ressemble à quoi? Moi, je ne vais pas à l'école, donc je me réveille souvent très tard, mais je mange bien. Et ensuite, vu que je suis entraîneur au compétitif, maintenant, je fais mes planifications pour mes petites gymnastes. Ensuite, je viens m'entraîner ici et je travaille le soir avec mon groupe compétitif. Moi, je pense qu'on peut me souhaiter surtout d'avoir beaucoup de plaisir. Je vais là en ayant comme objectif de m'amuser, de passer du bon temps avec mes amis. C'est sûr que la performance, ça reste ça prend une grande place dans notre sport, mais le plaisir que je vais avoir avec mes amis là-bas, c'est quelque chose que vous pouvez me souhaiter. Génial! Comment est-ce que ça va se dérouler là-bas? Combien de jours l'événement aura lieu? Nous, on va y aller du 8 au 13. Puis, dépendamment du niveau, on va chacune avoir une compétition. Puis sinon, on va faire des activités où on va aller encourager nos coéquipières. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a des compétitions individuelles et des compétitions par équipe? Je pense qu'il va juste avoir une compétition individuelle, mais des fois, il y a des compétitions par équipe, c'est à voir là-bas. Est-ce que tu es aussi entraîneur? Oui, je coach, j'entraîne au récréatif. C'est sûr que j'aime ça parce que ça me permet de transmettre ma passion. Je vois les plus petits qui peuvent évoluer, puis j'aime vraiment les enfants, fait que c'est sûr que j'aime ça. Pourquoi avoir choisi le Club Gym Plus pour t'entraîner? Moi, ma mère, elle a fait de la gym ici quand elle était plus jeune. Puis avant, le Club Gym Plus était à Boisbriand, donc c'était proche de chez moi, c'était le club le plus proche. Donc là, ma mère, bien évidemment, elle m'a inscrit là quand elle a vu que j'avais beaucoup d'énergie à dépenser. Puis j'ai adoré ça, alors j'ai continué. Puis ici, c'est comme ma deuxième famille, donc je suis bien ici, je reste ici. Le Club Gym Plus a su se tailler une place de haut rang au sein du sport de la gymnastique artistique. Pour avoir fait de la gymnastique pendant de longues années, je sais à quel point c'est dur physiquement, mais que ça en vaut la peine. On souhaite à ces athlètes bonne chance et bon succès. Notre culture mérite mieux que d'être fauchée. C'est en ces termes que le Front commun pour les arts s'adresse au gouvernement du Québec afin de réclamer un engagement financier récurrent. On affirme qu'il en va de l'avenir de la culture au Québec. Le Théâtre Gilles Vigneault prend part à cette mobilisation, ce dont je discute avec Guy Chevrier, qui en est le directeur général et artistique. Monsieur Chevrier, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a 17 organismes culturels, dont Rideau, duquel vous faites partie, qui prennent part à cette mobilisation. Ça concerne 170 000 artistes et travailleurs culturels. Qu'est-ce que vous demandez essentiellement au gouvernement du Québec? En fait, c'est de majorer, enfin, finalement, un peu les montants qu'ils donnent depuis quelques années, qui sont à la baisse depuis quelques années et qui ne sont pas non plus corrigés au niveau de l'inflation et qui, parfois, sont répartis dans différents projets spécifiques au lieu d'être donnés à la mission et de façon récurrente. Donc, c'est plus facile pour nous de gérer les sous si on peut les attribuer à la mission d'entreprise qu'on a. Oui. C'est un montant de 200 millions de dollars là, qui est demandé. Qui est demandé. Le ministre, lui, ne semble pas très chaud à l'idée de vous accorder ça. Ça fait 1 mois que le mouvement est lancé et ça fait 1 mois que lui répète que, contrairement à ce que vous dites, les fonds augmentent. Il a même chiffré cette augmentation-là à 35 % depuis 2018. Vous arrivez à démontrer le contraire. Il vous répond peut-être pas dans ces mots-là que vous savez pas compter. Votre calculatrice à vous, qu'est-ce qu'elle vous dit? Bien, notre calculatrice, c'est notre association professionnelle, c'est Rideau, qui a mesuré que, selon leurs calculs, le gouvernement inclut les aides ponctuelles qui ont été présentes et bien appréciées pendant la pandémie et à la suite, qui se terminent, qu'il n'y en a presque plus de ce côté-là. Alors, c'est pas des aides récurrentes. Fait que oui, dans l'absolu, il y a eu des
un maintien ou une augmentation, mais comme ce ne sont pas des aides récurrentes et que c'est la solution pour nous, pour réussir à avoir la prévisibilité et préparer des programmations sur plusieurs années, on ne peut pas dire que c'est une vraie augmentation. Ouais. Alors, on jouerait à la fois avec les mots et... Bien, il y a une différence entre récurrent et ponctuel, comme vous pouvez l'imaginer. Une aide récurrente, ça nous permet de se préparer sur plusieurs années et de voir les choses venir, alors que de l'autre côté, oui, ça aide, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Si votre demande, si le gouvernement refuse ce que vous demandez, vous soumettez dans un scénario, somme toute, assez pessimiste, qu'il y aura des fermetures, que la relève sera moins bien soutenue, des expertises, des emplois qui vont se perdre, et aussi que certaines formes d'art s'éteindront. Ouais. Lesquelles, par exemple? Mon Dieu, je voulais dire que vous avez parlé au futur, mais c'est déjà un peu dans le présent. Oui. On sent déjà que moi, je fais des actions déjà sur mes programmations à venir. En tout cas, je fais des prévisions différentes étant donné qu'on n'a pas l'aide dont on a besoin. Je suis obligé de diminuer certaines disciplines pour lesquelles on n'a pas de soutien et qui en ont besoin parce que les publics ne sont pas nécessairement toujours au rendez-vous. Alors, elles ne s'autofinancent pas à travers nos activités. On a vraiment besoin de l'aide pour soutenir ces artistes-là, ces disciplines-là. La relève, c'est pas une discipline, c'est dans toutes les disciplines. Mais c'est très, très difficile de survivre pour un artiste de la relève et pour nous de les appuyer autant qu'on pouvait avant. Alors ça, la relève, c'est un bon exemple il y aura toujours la relève, mais il va en avoir de moins en moins parce qu'on n'est pas capable de leur donner un tremplin ou une plateforme pour présenter leur art, finalement. Oui. Monsieur Lacombe, je reviens toujours à lui, suggère, lui, plutôt que d'augmenter le budget du calque, de mieux distribuer l'argent, que les fonds soient répartis différemment. Qu'est-ce que vous dites de ça? Bien, on entend souvent ça. Ça fait longtemps qu'on l'entend, pas seulement de sa part, mais à peu près de tout azimut, c'est quelque chose qu'on entend. C'est une bonne idée de reconsidérer comment c'est distribué. Oui. Effectivement, ça fait partie de la solution, mais ça ne peut pas être la seule solution. Parce que de toutes les façons où nous, on l'a compté, où on l'a redistribué dans nos scénarios, au bout du compte, il n'y en a toujours pas assez pour répondre aux besoins qui sont dans le milieu, puis pour éviter une hécatombe artistique. Et pendant qu'on parle de tout ça, M. Chevrier, il y a 300 créateurs, 300, oui, c'est ça, qui ont signé une lettre ouverte demandant au gouvernement d'organiser des États généraux. Ouais. Ils veulent connaître les rouages de l'attribution des subventions, la gestion des budgets. Monsieur le ministre dit que c'est une mauvaise idée, les États généraux. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est pas dans notre combat. C'est une lettre écrite par d'autres organismes, les écrivaines du Québec, je crois. Je ne me rappelle pas du nom de l'organisme, mais je pense que c'est important qu'il y ait de la transparence. Est-ce que ça a besoin de passer par des États généraux? Moi, je me positionne pas là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant de se rendre là. Il y a une volonté de transparence. Je pense que c'est pas un manque de volonté, mais il faudra qu'ils agissent d'une façon ou de l'autre. En tout cas, on aura sûrement l'occasion de reparler de tout ça, Guy Chevrier. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. On est de retour avec Clara Matéjonet. Il y a un parc de Saint-Jérôme qui vient de faire peau neuve. Vous êtes allé sur place pour constater tout ça. Oui, Claude, c'est la nouvelle version du parc Melançon qui porte maintenant le nom d'Honorine Melançon, qui a été inauguré officiellement la semaine dernière. Pendant des années, le parc accueillait un terrain de baseball sur lequel évoluaient des équipes de baseball mineures. Un nouveau terrain de baseball est en cours de construction sur l'ancien site du dépotoir de la rue Fillon. Et maintenant, le parc Honorine Melançon est l'heure d'une patinoire bleu-blanc-bouge de la Fondation des Canadiens de Montréal qui a été inaugurée, elle, l'hiver dernier. Alors, plusieurs nouvelles améliorations ont été apportées à l'endroit depuis. Je vous propose ce soir notre reportage à ce sujet. Alors, on se trouve actuellement au parc Honorine Melançon à Saint-Jérôme et puis on est juste à côté de la patinoire de la Fondation Bleu-Blanc-Rouge des Canadiens de Montréal. Donc, c'est une patinoire qui va avoir une influence positive sur la vie de 18 000 jeunes des environs qui vont venir pratiquer gratuitement des activités sportives, mais aussi avoir des saines habitudes de vie. Il y a des groupes communautaires qui sont situés très près d'ici. Donc, c'est un legs important des Canadiens de Montréal, justement, de la Fondation à la ville de Saint-Jérôme. On est très fiers de ça. En fait, c'est sa première année complète d'opération. L'hiver dernier,
souviens, un temps même, on était la seule patinoire en opération. Au mois de janvier, il avait fait très chaud. Alors, nous, les gens, évidemment, on voyait une augmentation de la clientèle. Les gens avaient des billets, justement, pour se remplacer sur la glace. Mais durant l'été, il y a des activités de pickleball, de soccer, de basketball. Il y a des paniers. C'est éclairé le soir. Donc, il y a un paquet de familles qui viennent. Et évidemment, l'hiver, c'est le hockey. Donc, il y a des prêts gratuits de patins, de casques et évidemment de bâtons. Donc, les jeunes de tous âges et les moins jeunes aussi peuvent venir patiner. Il y a même des nouveaux arrivants qui apprennent à patiner avec des aides, justement. Là. Il y a toutes sortes de modèles. Pour les enfants, il y a des petits rennes, des chevreuils. Et c'est très plaisant. C'est très festif. C'est bien de venir ici. C'est un bel endroit. Le legs de la Fondation, c'était la patinoire avec le système de réfrigération. Donc, nous, à Saint-Jérôme, le conseil de ville a voté 9 millions supplémentaires pour le toit, qui est tout en bois québécois, un chef-d'œuvre d'architecture. On est très fiers de ça. On pense que c'est la plus belle patinoire bleu-blanc-rouge au Québec, mais il y a aussi un stationnement écologique, donc qui retourne l'eau de pluie dans la nappe phréatique. C'était très important pour nous de faire ça. Il y a des bornes de recharge. L'aménagement a été fait tout autour. Et évidemment, il y a un chalet de parc. Le chalet a été nommé officiellement hier le pavillon Robert Bob Vermette en l'honneur de notre ancien Bob qui est décédé justement il n'y a pas longtemps et qui a marqué tant de parties, tant au baseball qu'au hockey. Alors, c'est bien de dire que le fameux pavillon Robert Bob Vermette se trouve exactement à mi-chemin entre l'endroit où il marquait ses matchs de baseball et ceux où il marquait des parties de hockey à l'Arena Mélançon. Donc, le parc porte maintenant un nouveau nom, Honorine Melançon. Pouvez-vous nous rappeler qui était cette dame? Oui, Honorine Melançon, donc, était une figure importante de l'histoire de Saint-Jérôme. Elle était mariée à un membre de la famille Parent qui a eu un rôle très actif dans le développement du territoire de la ville. Un panneau explicatif est maintenant installé dans le parc pour faire connaître l'histoire d'Honorine Melançon qui a donné naissance à 14 enfants. Les terres autour du parc appartenaient donc à sa famille au début du 20e siècle. Le parc se nommait déjà Parc Melançon en son honneur, mais maintenant on y a ajouté son prénom pour mettre en lumière l'origine exacte de la toponymie. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Yoga Découverte suit à l'instant. Bonne soirée à notre antenne.